Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal. Avec moi, mon co-animateur, Guy Barrette. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, c'est la semaine de DevTeach à Montréal. Oui, tout à fait. On est justement le lundi 14 mai. Puis, on enregistre une émission avec Éric Moreau. Salut Éric. Salut Mario. Salut Guy. Salut. Moi, j'ai le soleil qui me tape dans le front. On est au 33e étage de l'hôtel Marriott Château Champlain, en plein centre-ville. On a une vue imprenable du Mont-Royal et du centre-ville de Montréal. C'est franchement fantastique. Dans notre studio privé. Oh, studio privé, oui. Qui est en fait la chambre d'hôtel de Scott Bellware, qui nous l'a passé pour nos séries d'entrevues qu'on fait cet après-midi. Tout à fait. Donc, Éric, t'es un habitué maintenant, c'est ta deuxième émission. C'est ma deuxième émission. Donc, tu sais qu'on commence toujours par faire la biographie, puis je pense que c'est intéressant de mettre à jour, pour nos auditeurs qui connaîtraient, mais qui sauraient pas, t'as eu du changement toi aussi la dernière année. J'ai fait un grand saut, oui, au printemps passé. Maintenant, consultant indépendant. Et oui, après tant d'années à travailler pour d'autres, j'ai décidé de travailler pour moi-même. Ah-ha. Mais comme j'ai toujours été consultant, ça n'a pas changé grand-chose à mes opérations quotidiennes, à mon day-to-day. C'est juste qu'il faut faire la facturation. Il faut faire un petit peu de comptabilité, effectivement. Attendre de se faire payer. T'es un MVP Visual Basic. Mhm. Puis, donc, plus de 15 ans d'expérience. Beaucoup, on peut dire que si t'as une spécialisation entre guillemets, parce que on peut pas dire que les gens, en tout cas, c'est difficile de juste se spécialiser, mais t'es vraiment plus un gars de Smart Client, Windows Form que Web. Oui, effectivement. En tout cas, tout le Je monde ne te le reconnaît. renie pas. T'as été certifié MCSD. Je le suis encore. J'ai pas renouvelé avec les dernières mises à jour, mais je compte le faire cette année. Mhm. Là, ça s'appellera plus MCSD, là, c'est Technical Ça va être des Specialist. MCTS ou des MCPD, dépendamment à quel MCPD, niveau ouais. on se situe, là. Puis bon, t'es impliqué beaucoup dans la communauté. On te voit à toutes les rencontres qui presque du groupe utilisateur Visual Studio. J'essaie d'y aller régulièrement. Tu nous donnes un coup de main. T'es conférencier aussi de temps en temps. Tout à fait. T'es aussi conférencier à DevTeach. Tu participes à DevTeach. Donc cette année, t'es conférencier à DevTeach. Ton sujet, c'est? Essayez de deviner pour le fun. Un mot de 4 lettres. Commence par L. Finit par Q. Et entre les deux, il y a IN. Ah! Qui est le sujet de notre émission. Donc, on Ouais. fait d'une pierre deux coups, hein. Ouais. Puis aussi, tu, en tant que consultant indépendant, ben, tu t'es joint à notre regroupement de consultants indépendants qui est .NET Expertise. Et oui, le fameux quatuor. Le trio qui est passé au Quatuor. Il va peut-être grossir encore. Parce Oui. Ce qu'on essaie de faire, c'est regrouper des consultants indépendants qui sont forts en technologie.net. Puis c'est un réseau de contacts, là, finalement. Puis toi, Eric, là, ça fait plusieurs années là, que tu t'écris une colonne dans Extreme.net Magazine. Si je me trompe pas, c'est depuis 2003. Depuis janvier 2003. Petit train va loin, comme on dit. Fait que, à tous les mois, j'essaye d'en sortir une. Les sujets tournent à 99%, je dirais, autour des applications Smart Client, Windows Application et ces choses-là. Donc, c'est vraiment ma spécialisation, mon dada. Ça veut pas dire que je touche pas à d'autres choses, mais c'est vraiment ce sur quoi je focus. Puis aujourd'hui, on va parler de Link. Link, qui veut dire... Language Integrated Query. Puis, ben écoute, on va faire la pause. En revenant, on va faire l'entrevue. Donc, si je traduis en français, langage integrated query, c'est des requêtes intégrées au langage.
C'est un langage de requête intégré À la à plateforme. la plateforme, que ce soit VB ou C#, on en reparlera un petit peu plus loin, mais c'est des nouvelles instructions qui ont été ajoutées par le biais d'extension. On définira c'est quoi une extension un peu plus tard, mais c'est des nouveaux opérateurs qui ont été ajoutés au langage VB et C# à la plateforme pour pouvoir interroger des structures de données. Donc des pourquoi dépôts de données. Microsoft a senti le besoin de faire? Y a-t-il un problème à résoudre ou si il devait y avoir quelque chose qui marchait pas bien si on sent le besoin de rajouter un nouveau langage de requête dans la plateforme? Microsoft a vu, et pas seulement Microsoft, tout le monde a vu 3 grandes familles de données dans nos applications. Il y a les données relationnelles, ce qui est stocké dans SQL, Oracle ou peu importe c'est quoi. Dans des bonnes vieilles tables. Ouais. Il y a les données XML dans des fichiers ou qui nous arrivent de web service ou qui nous arrivent de Ce qu'on voit de plus en plus. fonction. Et il y a donc l'information stockée de façon hiérarchique, on peut dire. hiérarchique aussi, mais pas nécessairement relationnel qu'on va ouvrir avec un dataset, un data table et ces choses-là. On a vraiment un XML document avec un XML reader et ces choses-là. Et l'autre famille de données, c'est tout ce qu'on a dans les collections, les hash tables, tout ce qui nous retourne des list of quelque chose avec les generics. Donc, il y a 3 dépôts de données dans nos applications. Ces 3 dépôts de données-là, on doit apprendre 3 syntaxes différentes CD. Puis on a de la misère à les amalgamer ensemble pour aller chercher un brin d'information dans un hash table avec un brin d'information de la BD relationnelle et une 3e information qui nous provient d'un fichier XML. Par exemple, mon application récolte de l'information de l'usager, qui peut être dans un hash table, quelque chose comme ça, mais je dois faire une requête dans la base de données sur les données là, que j'ai récoltées. Mais présentement, c'est pas facile. Il faut louper au travers d'une des 2 structures Exact. et aller faire un find, un seek ou quelque chose dans une autre structure afin de les amalgamer ensemble. Ce qui peut être très coûteux en temps-réponse si on a des structures qui sont le moindrement grosses. Puis en plus, il y a un autre challenge, c'est que en tout cas sur la plateforme .NET, c'est orienté objet. Donc on travaille avec des objets, on travaille avec des classes. Un dataset n'est pas très orienté objet. Les structures de données sont loin d'être orientées objet, puis il y a toujours eu cette impédance-là, cette dichotomie, en tout cas ce problème de mapping que Link veut chercher à résoudre aussi. Link veut interroger des objets, veut pas interroger des données relationnelles ou des données XML ou des données, appelons ça flat, là, les données htable, ces choses-là. Il veut interroger des objets. Donc c'est quoi l'idée? Ils vont prendre ce qui est stocké dans ton relationnel, ils vont te le montrer comme étant des objets. Oui, Link camoufle pour nous les 3 sources d'objets, ce qui fait qu'on interroge les 3 sources d'objets à peu près de façon transparente. On fait tantôt on va en parler, from une source quelconque, select-moi une propriété. Que ce soit que ça provienne de données relationnelles, de données XML ou de données flat, on va utiliser à 99% la même syntaxe pour accéder à ces 3 sources-là. Ça, est-ce que ça veut dire que, par exemple, ADO.NET disparaît? Il ne disparaît pas parce que Link est un front devant, est une couche superflue sur le .NET. Si on prend Link to SQL, par exemple, tout ce qu'on va écrire en Link va être transformé en ADO.NET avant d'aller parler à la base de données. ADO ne disparaîtra pas. Donc, c'est une fine couche par-dessus ADO.NET. J'imagine par-dessus les objets XML. Par-dessus les objets, comme on disait tantôt, les arrays, ces choses-là. Et par-dessus aussi, là, on va voir, c'est même pas un produit qui est disponible publiquement encore, c'est en bêta encore aujourd'hui. Puis on est en train de voir des fournisseurs nous donner quelque chose comme Link to Amazon, Link to Hibernate, Link to MySQL. Donc, on va voir des links to une fine couche par-dessus un paquet de données qu'on utilise actuellement. C'est la reconnaissance aussi par Microsoft que une application qui manipule pas des données, c'est très rare. J'en connais pas. Même le Minesweeper, il conserve tes scores. Fait qu'il y a besoin de conserver donc, des données en quelque sorte. C'est que d'un point de vue architectural, on se retrouvait toujours à avoir une certaine couche d'accès aux données. Oui. Parce qu'on voulait encapsuler ça dans un endroit bien spécifique. Puis le but de Link, c'est de nous simplifier la vie pour que ça soit très simple de créer cette couche-là. Et même ultimement, pour des problèmes, dans bien des cas, on n'aura même plus besoin de la créer, la couche, parce que Link va être cette couche d'accès aux données-là. Link va camoufler tous les accès aux données pour nous. Et Link aussi,
va nous donner, parce qu'il connaît les objets sur lesquels il travaille. Là, on parle d'objets, on parle même plus de dépôt de données, on parle d'objets. Parce qu'il sait sur quel objet il travaille, il connaît toutes les propriétés. Donc, l'IntelliSense va être capable de me dire, quand je fais un select, un nom de propriété, il va être capable de énumérer dans la liste des propriétés toutes les propriétés qui sont connues à ce moment-là. Quand je fais mon where, quand je fais mon order by, il va être capable de m'énumérer toutes les propriétés connues à ce moment-là. Ça, c'est un gros avantage. J'ai plus besoin de me souvenir, quand je fais une requête SQL, par exemple, on va en faire parce qu'on a des générateurs de code qui font ça pour nous. Mais si on fait encore une requête SQL, il faut qu'on sache le nom de nos colonnes par cœur. Parce que c'est pas strongly type. C'est pas strongly type. Tant qu'on ne l'exécute pas, cette requête-là qui est dans une string en quelque part, le compilateur ne peut pas rien faire avec, il peut pas le valider. Mais ça demande quand même un changement majeur. En tout cas, ça va demander pour beaucoup de développeurs qui sont très centrés données dans leur vision de la programmation, puis qui sont peut-être moins familiers avec tout l'orienté objet, de vraiment là devenir très familier avec l'orienté objet parce que tout ce qu'ils vont manipuler, c'est des objets. Tu sais, moi, je vais donner un profil classique, quelqu'un qui aurait fait beaucoup de programmation mainframe sur des données, puis que là, dans les dernières années, a migré à VB.net sur la plateforme .net. Souvent, c'est pas les gens qui sont les plus familiers avec toutes les fins détails d'orienté objet, puis même eux, ils aiment toujours plus partir de les données, ces choses-là, puis les objets de la plateforme, c'est comme toujours quelque chose de tourner en rond pour eux, parce qu'ils ont... Sauf Mario, c'est peut-être pas la clientèle cible, parce que Link remplace pas les objets qu'on connaît déjà. Donc, c'est un autre outil dans notre coffre à outils. On va toujours être capable d'utiliser les XML documents pour accéder à des documents XML. On va toujours être capable d'accéder à ADO.net, qui va même être enrichi dans la version 3.5 du framework. On va toujours être capable d'accéder à nos arrays de la même façon qu'on les utilise aujourd'hui. Si on ne veut pas utiliser Link, on n'est pas obligé. Mais peut-être en rendant ça tellement simple, ça va faire en sorte que ce type de clientèle-là, qui aujourd'hui faisait peut-être pas le saut à pieds joints dans un modèle orienté objet, là, on se dit, ouais, ça va à peine que j'investisse, que je maîtrise, d'avoir des objets riches avec des comportements, plutôt que d'avoir des objets pauvres, parce que souvent, ce qu'eux faisaient, c'était juste un objet, c'était pour stocker le contenu des tables et that's it. Ça va peut-être en tout cas favoriser ça, Link. Et Link, avec un certain designer, va faciliter la création d'une classe qui va devenir notre objet. Avec un designer, on fait un drag and drop de nos tables à partir du Server Explorer jusqu'à un designer, une surface de design dans notre projet Visual Studio. On fait un drag and drop et il crée pour nous toutes les collections de rows, les collections de champs, chacune des propriétés qui sont des colonnes, effectivement. Et à partir de cet objet-là, c'est devenu un objet. Mais là, j'ai accès à aller faire des queries à l'intérieur, j'ai accès à aller faire des updates, des inserts. Il tient compte de toutes les relations si dans ma base de données, au moment où j'ai fait des drag and drop, toutes mes foreign keys étaient déclarés. Est-ce qu'on parle d'un Object Relational Mapper présentement? Jusqu'à un certain point, oui. C'est une première version. Ça, c'est un élément qu'il faut pas oublier. Link, lorsqu'on parle de Link to Object ou Link to XML, je considère que c'est mature aujourd'hui. Quand on arrive du côté de Link to SQL, il y a des beaux features, mais c'est une première version, puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans les mois à venir qui font que on devrait peut-être pas se lancer à pieds joints dans Link to SQL, par exemple. Parce que Link to SQL est très spécifique à Microsoft SQL Server version 2000 ou 2005, mais il n'est pas ouvert aux autres bases de données comme Oracle, par exemple. Parce que Oracle n'a pas fourni son provider pour Link. Donc, on a Link et Microsoft Amix, il y a 2 semaines, a annoncé le projet Jasper. Jasper qui est une espèce de ORM mapper là, qui permet de mapper des objets depuis des tables de la base de données. Est-ce que on dirait qu'il y a deux technologies ou 2 produits concurrents ici? Là. Est-ce que c'est 2 technologies ou Jasper est la version 2 de Link to SQL? En fait, ce qui a été annoncé, c'est que c'est Jasper s'assoit sur Link et tout ça, Entity Framework. Eric a un bon point ouais. Là. C'est l'évolution normale de ce qui est parce que Link to SQL, tant que tu prends pas partie de toutes les capacités qu'on va retrouver dans la version dynamique du runtime,
t'es limité, puis c'est ce qui se passe. Donc, t'es obligé de faire, en tout cas, tu te retrouves toujours avec les mêmes problèmes que tous les autres Object Relational Mapper avaient, qui est que peut-être simple de satisfaire 20% des problèmes du monde, mais 80% ou les plus, là, c'est beaucoup, beaucoup ardu. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait dit que tout le challenge de faire un bon Object Relational Mapper, c'était le Vietnam de l'informatique. C'est Ted Neward. Ted Neward qui avait lancé ça un peu en joke, mais ça l'a resté. Ouais, je pense. Parce que, essentiellement, écoute, toutes les compagnies se sont tapé le nez à essayer de ce problème-là parce qu'il y avait un gros signe de dollar associé à ça. Puis, à quelque part, Link est une autre tentative qui semble très prometteuse par Microsoft parce qu'ils ont pris le problème complètement à l'envers. Au lieu de chercher à ramener, à faire en sorte que les objets soient pas des citoyens de première classe, ils se sont dit non, ça va être ça, le citoyen de première classe et les tables. Ben, on devrait plus les voir comme une entité objet qu'on trouve dans votre système. Ce qui est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les datasets, c'est l'objet qui encapsule une table ou des tables, en tout cas. Puis c'était malheureux à quelque part parce que ça faisait en sorte que les gens ne créaient pas des objets avec des comportements riches. Tandis que là, ce que tu dis, toi, par exemple, avec Link, ça te crée avec le designer directement un objet, puis aisément dans une classe partielle, tu peux venir ajouter les comportements d'affaires que tu veux que cet objet-là. Donc, tu vas vraiment avoir un domaine d'affaires riche, c'est ça que Link va favoriser. Donc, une nouvelle façon de penser comment on organise la logique d'affaires. Oui. Puis, je voudrais dire que c'est pas Link dans son entier, parce que Link, c'est vraiment pour accéder à des données. Il y a des outils qui viennent autour de Link, comme Link2SQL, qui vont faire des choses comme ça, qui vont nous créer des classes, des objets qu'on va pouvoir étendre, comme par exemple les validation rules. On n'ira pas modifier les classes que Link2SQL a créées. Link2SQL crée une classe partielle, on va étendre, on va générer une deuxième classe partielle du même nom pour aller mettre nos validation rules à l'intérieur. Si on a besoin de recréer notre classe parce que notre schéma a changé, on perd pas ce qu'on a modifié dans nos validation rules. De la même façon, si on a, par exemple, je sais pas, moi, un comportement sur une classe, mettons, commande, puis on dit il y a un comportement qu'on attend d'une commande qui serait, je sais pas, moi, traité. Ben, ce comportement-là, on le rajouterait dans une classe partielle. Ouais. Puis à toute fois qu'on régénérerait, on perdrait pas ce nouveau comportement-là qu'on aurait mis. Ouais. Faut pas oublier que Link, c'est une façon d'accéder à ces objets-là. Link est pas dédié seulement à aller accéder à des données SQL et pas attaché à des données SQL. Mais c'est pour ça que probablement que cette tentative-là de Microsoft peut peut-être être fructueuse parce qu'ils n'ont pas regardé le problème en ayant en cible juste les modèles relationnels. Ils ont plus regardé le problème en disant faisons un modèle d'une abstraction en disant n'importe quel type de données. Ou on peut le voir comme un peu WCF là, qui fait une unification là, des différents modèles de communication. Ça pourrait être une unification des différents accès aux données qu'on a en mémoire, peu importe leur origine, leur forme. Exactement. Puis ce que tu mentionnais il y a quelques minutes, c'est on voit déjà des tiers parties là, offrir déjà des links to Amazon, link to ci, link to ça. Donc c'est un peu cette unification là d'accès aux données là. Oui. Puis pour moi, la très bonne nouvelle de ça, c'est que l'objet est au cœur et est un citoyen de première classe. C'est pas un animal bizarre qu'on a parce qu'on est sur la plateforme .net. Non, c'est lui qui est l'entité. Ben Guy, je te vois sourire, mais t'es d'accord avec moi qu'avec les datasets, surtout les datasets non typés, là, l'objet était plus vraiment au centre des préoccupations des développeurs. Là, on travaillait avec les datasets, puis tu te retrouvais finalement à avoir comme deux types d'abstraction dans ton programme, puis ça créait un paquet de difficultés de maintenance. Ouais. Et Eric, le résultat des requêtes sont stockés dans des objets? Ils sont stockés on va appeler ça des anonymous types. OK. Le langage ou Link va être capable, en fonction de ce qu'on va retourner dans notre clause select, parce qu'il y a un select en quelque part pour dire c'est quoi que je veux sélectionner dans mon objet ou dans mes objets. Si je sélectionne deux champs, mes deux champs font probablement partie d'un objet beaucoup plus complexe. Comme par exemple, Mario, il parlait de commandes. Une commande, il y a qui l'emplit, à quelle date, c'est quoi son montant, où est-ce que je vais le shipper. Ben, toutes ces choses-là, je vais peut-être sélectionner qui le remplit et à quelle date que je vais le shipper. J'ai pas besoin d'avoir un gros objet en mémoire si j'ai juste besoin de ces deux informations-là. Mm-hmm. Link, avec les anonymous types, va être capable de générer dynamiquement pour moi
un nouveau type en mémoire qui va contenir seulement ces deux propriétés-là avec les bons data types. Donc, une date, c'est une date. Ma personne, ben, c'est peut-être une string ou un ID sur quelque chose d'autre. Il va me créer pour moi une nouvelle entité en mémoire, une nouvelle classe en mémoire. C'est ce qu'on va appeler un anonymous type. Cette classe-là n'existe pas au moment où je compile mon application. Elle va exister seulement lorsque Link va exécuter sa requête. Il va retourner un list of ce nouveau anonymous type-là. Ça, c'était possible, ces extensions-là, parce qu'on a les génériques dans le 0.0. 2.0, oui. Parce que on a la capacité de faire de la métaprogrammation, c'est-à-dire de la génération dynamique de nouvelles classes en mémoire. Puis parce que ça ne demande pas nécessairement d'avoir le support de langage dynamique. C'est juste la plateforme aujourd'hui 2.0 fonctionne avec Link. En partie, oui. Ça va fonctionner beaucoup avec la plateforme 3.0 parce que la plateforme 3.0 permet les extension methods. Oui, t'as raison, c'est vrai. Des méthodes qui existent sur, par exemple, le type objet. On va pouvoir définir c'est quoi un where, c'est quoi un select, une méthode where, une méthode select, sans que le compilateur ne sache au moment où il compile, je vais traiter quoi avec ça. Il va savoir un peu plus tard. Puis, l'autre feature qui est important, on parle des extension methods, l'autre feature qui est important, c'est les lambda expression. Quand on fait select propriété 1, propriété 2, le compilateur, c'est pas ça qu'il voit. Il va le transformer en lambda expression, qui est une notation que la majorité des programmeurs n'ont même pas à se soucier. Il va générer pour nous, en mémoire, une méthode select, et il va passer en paramètre ces deux arguments-là qu'on a voulu avoir. C'est un standard, je pense. C'est une façon très reconnu par les gens, c'est que tu crées un arbre abstrait qu'on appelle, puis l'arbre abstrait, c'est ça qui te passe, puis que à ce moment-là, avec l'arbre abstrait, tu es capable de reconstruire la structure, puis c'est surtout une façon qu'on utilise pour représenter du code, un algorithme quelconque, pour faire, entre autres, quand on veut faire de la programmation, des choses dynamiques. Donc, cette approche-là Microsoft n'a rien inventé. Non. Ils ont juste utilisé une réutilisé bonne vieille un concept. technique que beaucoup de gens connaissent, là. Okay. Là, on mentionne Link, on mentionne qu'on peut l'utiliser directement dans les langages C#, VB. Est-ce que ça veut dire que les langages eux-mêmes évoluent pour supporter Link ou est-ce que le fameux select, est-ce que c'est directement dans le langage? C'est directement dans le langage. Dans le framework 3.0, il y a des nouveaux DLL qui vont apparaître. Un, entre autres, va supporter Link. Et à l'intérieur du langage, on va déclarer à un moment donné, si on parle en VB, dim mon résultat égale from une variable quelconque in mon objet select propriété 1, propriété 2. Il n'y a aucune quote là-dedans. C'est pas quelque chose qui est statique, qui va être compilé et exécuté ou c'est vraiment compilé par le compilateur. C'est compilé par le compilateur. Lui, il va aller extraire de ça toutes les extension méthodes qui doivent être appelées. Il va générer les lambda expression à partir de tout ce qu'il a besoin. C'est des nouvelles extensions, comme par exemple le where, le from, le order by. C'est des choses qui ont été ajoutées au langage en tant qu'extension au type objet. OK, en tant qu'extension et non qu'en tant que modification des langages lui-même. Par exemple, la spécification du langage C# ne contiendra pas ces informations-là. C'est des extensions que Microsoft ajoute. Selon moi, je ne détiens pas la vérité sur ce point-là, mais c'est vraiment des extensions au langage pour pouvoir supporter Link. Puis il faut dire que l'approche qu'ils ont pris pour ces extensions-là, c'est beaucoup plus des approches déclaratives que des approches impératives. Oui, parce qu'enfin, on veut dire quoi faire à notre application et non pas quoi faire et comment le faire. C'est ça, parce que pour faire la requête, on fait juste dire je veux un select, puis en arrière, ça se fait, là, on n'a pas besoin de donner la recette comment le faire. On n'a pas besoin de dire ouvre-moi un document XML, transforme chacun de ces éléments-là dans le XML document en XML element. Ensuite de ça, va accéder à l'item un tel. Tout ça est caché pour nous par Link. Je suis vendu. Moi aussi. D'ailleurs, surtout au niveau XML. Je crois que la majorité des personnes vont utiliser Link pour la première fois avec le XML parce que
programmer quelque chose pour aller accéder à des données XML ou pour générer un fichier XML, c'est très rébarbatif. Tout à fait. Donc, la première utilisation, dans 90%, peut-être même plus que ça, des cas, ça va être d'aller puiser de l'information ou générer des fichiers XML. Parce que c'est facile, ils vont transformer ça aux collections array et htable. Puis ensuite de ça, ils vont aller voir du côté de data, qu'est-ce que je peux faire de ça? Parce qu'il faut pas oublier que si on part un nouveau projet aujourd'hui, c'est peut-être le fun d'utiliser les nouvelles technologies. Mais la majorité d'entre nous fonctionnent sur des applications déjà existantes, donc on peut peut-être pas changer la méthode d'accès aux données. On peut peut-être pas remplacer ADO demain matin par Link, même si Link est une couche par-dessus. Ce qui n'empêchera pas que dans certains cas, on va pouvoir accéder à des datasets, parce qu'un dataset, c'est une collection. Donc, je vais peut-être pouvoir accéder à un dataset en passant par Link. Mais j'utiliserai pas tous les bénéfices de Link to SQL. Parce qu'on s'entend, un dataset, pour faire un objet de transfert de données dans un système distribué, ça veut dire qu'il faut que j'envoie de l'information sur le fil, sur le réseau pour se rendre jusqu'à notre machine, ça reste une technologie très valable pour faire ça. Donc, il n'y a rien qui nous empêcherait de se servir encore de ça, où on transfère, on déshydrate nos objets en dataset, on les transporte de l'autre côté, puis on les réhydrate en objets de l'autre côté. Ça serait toujours valable parce que ça nous prend une mécanique quelconque pour transférer les objets, puis le dataset peut être une mécanique acceptable. Mais ta déshydratation et ta réhydratation, Link n'a rien à voir là-dedans. Ton dataset doit se promener. Link va seulement servir à interroger ton dépôt de données, puis dans ce cas-là, ça serait un dataset. Tout à fait. Si tu veux encore la plus simple, vu que c'est des objets que tu as, il n'y a rien qui t'empêcherait d'utiliser juste la sérialisation qui est inclue avec le framework pour dire je sérialise en XML, puis au bout, je remonte en XML. Puis là, tu transporterais du XML plutôt qu'un dataset. Ce serait une autre façon de transporter l'information entre deux machines. Et ça, c'est complètement indépendant de XML. Ça n'a rien à voir du tout. Là. Tout le côté sérialisation, désérialisation, Link vient pas jouer là-dedans. Grosso modo, mon propos, c'est juste de dire, c'est pas parce que Link va apparaître et va avoir peut-être une vie très prospère que le dataset est forcément disparu de la plateforme et n'est plus nécessaire. Il y a des besoins pour lesquels le dataset serait toujours nécessaire. Oui, d'ailleurs, si on utilise Link to SQL, la classe qui génère en arrière pour contenir notre objet, il y a des datasets encore à l'intérieur. Il y a des data tables encore à l'intérieur. Donc, ADO, comme je disais tantôt, il est pas mort. ADO va subsister. Link est une couche par-dessus pour nous permettre d'uniformiser l'accès à nos données en mémoire, quelle que soit son origine. Oui, parce que ça couvrira pas 100% des besoins de requête de données, là. Non. Je pense pas qu'il y ait une technologie qui puisse vendre, qu'elle va couvrir 100% des formes de données, surtout qu'il y a des formes de données, il y en pleut ou il y en est à peu près à toutes les, je sais pas moi, 6 mois, là. Donc, il n'y a pas une technologie qui peut prétendre ça. Mais Link, parce que c'est basé sur des extensions, peut peut-être prétendre ça. Si le provider d'une nouvelle forme de données fournit par le fait même un provider Link par-dessus son objet, mais à ce moment-là, son objet va être disponible par Link. C'est au provider à nous fournir une façon d'accéder aux données qui reconnaît ce que Link propose. Ce qui veut rien dire, c'est que aujourd'hui, les providers nous fournissaient surtout un provider ADO, puis là, ce que ça veut juste dire, c'est on vous demande donnez-nous un autre niveau d'abstraction, puis le bénéfice pour eux, c'est n'importe qui de la plateforme peut l'utiliser, tandis que quand c'était juste un provider, un driver ADO, ben là, c'était assez bas niveau, là, ce qu'on fournissait. Puis tantôt, je disais que Link ne parlait pas à Oracle. Si on s'entend que dans un dataset, je peux avoir des données qui proviennent d'Oracle ou de DB2 ou de n'importe quoi, Link peut quand même s'adresser de façon indirecte à des données qui proviennent d'un autre provider que SQL Server. Intéressant. Une requête, Eric, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du SQL, mais ce n'est pas du SQL. C'est quoi le premier mot qu'on voit quand on regarde une requête SQL? Select. Ben là, il va venir pas mal en dernier. Donc, il y a cet apprentissage-là. Seulement dans le but de pouvoir nous fournir l'intelligence, le type checking et toutes ces choses-là, on doit commencer par le from. Ce qui a de l'allure. Quand on pense à notre requête SQL, pourquoi qu'on n'a pas d'intelligence dans SQL Server de façon native? Parce que je sais qu'il y a des terps qui le font. On commence par dire, select-moi champ 1, champ 2, champ 3. Mais SQL, comment? Il sait pas de où. Il sait pas de où. On n'a jamais dit quelle était notre source. Donc, quand ceux qui ont inventé Link, ceux qui ont pensé à Link, ils ont dit la première clause qu'on doit mettre, c'est le from. Puis ça a de l'allure. De quel objet tu veux travailler?
Du coup, tu sais, l'objet là, de l'intelligence peut se mettre à partie puis te simplifier la vie pour finir de compléter ta requête. Oui. Donc, quand tu vas faire ton where ou ton select ou ton order by ou ton group, n'importe quelle autre clause, il est capable de t'énumérer la liste des propriétés qu'il connaît à ce moment-là. Il est capable de vérifier leur type. Donc, si tu fais where non, mais là, il sait que c'est une string. Donc, lorsque tu fais le point sur le nom, une string, mais c'est un objet string dans le CLR. Si tu dis égal le chiffre 1, lui, il va dire, ça marche pas parce que c'est deux compile types, pas. Donc, parce qu'on commence avec le from, il y a beaucoup de bénéfices qu'on gagne en IntelliSense, en type checking, en tout ça. Ça se lit comment d'abord? Donc, ça se lit comment? Donc, une requête, c'est from. From, voyez ça un peu comme un for each. For each, un objet quelconque, in une structure quelconque, on va dire from une variable qu'on va se déclarer, comme par exemple for C in command. Donc, lorsque je vais à l'intérieur de mon expression link, vouloir parler à une instance de ma commande, je vais parler à C, from C in command. Ensuite de ça, je vais lui dire where C point, donc je veux parler à mon objet C, à mon instance C, point order date, ou c'est quoi son customer name ou son company name, égale quelque chose. Et ensuite de ça, on termine par un select. Qu'est-ce que je veux sélectionner? Est-ce que je sélecte C? C est la commande au complet, donc donne-moi l'enregistrement au complet ou l'objet au complet, ou sélectionne-moi seulement le company name, le order date et ces choses-là. Je t'écoute, puis l'exemple de la variable que l'on nomme C, c'est typique là, des exemples que Microsoft va nous donner, mais tous nos auditeurs savent qu'on ne nomme pas une variable seulement C parce que ça dit pas assez de choses sur qu'est-ce qu'elle fait. Donc, est-ce qu'on les appelle X? Mais c'est un bon exemple. Donc, puis à la fin, ce que ça nous retourne, c'est toujours soit une collection ou un objet. Ça va être un list of anonymous type. Ouais, un type quelconque. Là. Alors, genre, t'as toujours une liste. Ça sera, tu prépares une requête select qui te retournerait. Tu sais, les select aujourd'hui, ça peut être scalaire, donc un chiffre, ou directement un record, ou une liste de record. Dans le cas de Link, c'est toujours une collection ou une liste que tu reçois. Pas nécessairement. Si on sélectionne seulement une colonne, ça peut retourner un entier, ça peut retourner, et puis même si on s'arrange pour aller chercher seulement une row, un élément de notre collection, il ne nous retournera pas une liste de retourner un integer ou un string ou quelque chose de genre. OK. On a vu qu'on pouvait faire des requêtes link à des bases de données, à des données en mémoire, à du XML. Est-ce qu'on peut mélanger ces trois types d'objets ou de données-là dans la même requête? Théoriquement, on peut. Pratiquement, il y a des fois que ça va peut-être un petit peu accrocher parce qu'il y a des cas où on doit mettre, tantôt je disais C.OrderDate, dans certains cas, on doit mettre ce qu'on appelait à l'époque le bang operator, le fameux point d'exclamation. Mm-hmm. Là, je pense qu'on remonte à l'époque de DAO, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc, le fameux bang operator, dans certains cas, revient à la mode. Fait qu'il va falloir s'amuser à penser que, bon, là, je suis avec un dataset, j'ai besoin d'accéder avec le bang operator. Mais oui, il est d'accéder. Lorsque j'énumère mes sources, from source 1, 2, 3, ma première source peut être un array en mémoire, ma deuxième source peut être du XML, ma troisième source peut être un dataset que je vais joindre ensemble par une clé. Ça prend quand même une clé qui les unit, mais je peux quand même concaténer trois sources ensemble pour faire un seul traitement. Ça, c'est incroyable, là. C'est-à-dire que j'ai de l'information qui est saisie, par exemple, par l'utilisateur, qui je peux présenter en liste. Puis je peux faire une jointure sur des données qui se trouvent dans la base de données. Tout ça dans la même requête, là. Link, oublions pas, Link utilise des objets comme source. Link utilise pas une base de données comme source. Il utilise pas un fichier XML. Link, il se branche sur des données. Fait qu'il y a vraiment une abstraction qui est faite de la provenance de ces données-là. Et Link parle à un wrapper par-dessus ça. Donc, il fait vraiment une belle abstraction entre nous et l'origine de ces données-là. Donc, demain matin, on pourrait changer l'origine d'une forme de données. Ça ne devrait pas avoir trop d'impact sur notre application. On parle à un objet. Link parle à un objet. Comment est-ce qu'il va lui parler? C'est à lui à s'arranger avec ça. Tu as parlé un peu plus tôt que les requêtes commençaient avec un from pour qu'on sache sur quel objet on va faire la requête. Ça va peut-être sûrement être influencé
par celui qui a créé, qui est à l'origine de Link, qui est le fondateur du langage C#. C# et J++ et de Delphi aussi et Turbo Pascal. Turbo Pascal, c'est aussi celui qui est à l'origine d'une grande partie du CLR. Il a fait beaucoup de choses et des choses qui sont encore utilisées aujourd'hui, des choses qui sont présentes, des choses qui sont importantes. C'est pour ça qu'il est un Distinguished Engineer, je pense. Ou, Je pense que son titre a changé la dernière fois que j'ai vu une de ses présentations. Là, c'est. On parle de Anders Ellsberg. Exact. Donc cette personne-là, lui, il croit fortement que on doit avoir un compilateur, puis on doit typer les objets et tout. Puis on doit au maximum tirer parti de l'intelligence de ces choses-là. D'où probablement le pourquoi lui voulait être sûr qu'on ait rapidement une connaissance sur quel objet on voulait travailler. Parce qu'il devait avoir une grosse pression à l'interne de commencer avec une requête select. Parce que c'est ça qu'on fait depuis 30 ans, tu sais, select. Dans les blogs, il y a quelques mois, quand Link a commencé à être populaire, parce que Link, c'est pas un projet d'hier. Mm-hmm. Anders travaille sur ce projet-là depuis au moins 3 ans, peut-être même un petit peu plus. Je veux pas dire qu'il a travaillé tout le temps sur ça à 100% de son temps, mais c'est un projet qui mûrit depuis environ 3 ans. Oui, il devait avoir beaucoup de pression sur avoir le select en premier, et cette pression-là venait principalement des programmeurs qui... Le premier contact qu'il y avait avec une requête Link, ça commençait par from. Là, ils étaient tous désemparés et ils ne savaient pas pourquoi. Mais quand on y pense, select quelque chose. Le quelque chose, il nous provient de où? Mm-hmm. Le compilateur, il peut pas rien faire, il peut pas nous aider. Oui, il pourrait compiler après que je lui ai précisé c'est quoi mon from, il pourrait compiler et faire son type checking. Mais l'IntelliSense, il peut pas nous aider du tout. Donc, ça a de l'allure de préciser le from en partant. Puis je dirais que c'est une commotion qui dure à peu près 5 minutes. Une fois qu'on sait que l'IntelliSense va nous aider, une fois qu'on sait que le compilateur est là pour nous aider aussi, de mettre le from en premier, on se dit, pourquoi ils n'ont pas fait ça en SQL? Aujourd'hui, on trouve ça un peu bizarre parce qu'on est habitué beaucoup de faire des requêtes en SQL, mais peut-être que dans 20 ans d'ici, il y a des jeunes qui vont sortir de l'université, qui n'auront connu que du Link, quand on va leur montrer du SQL où on fait select, ils vont dire, pourquoi ils commencent par le select? C'est pas logique. Ouais, c'est vraiment pas logique. Et dans quelques temps, tout est une question de point de vue, hein. Et dans quelques temps, si tous les produits se rendent là à maturité, on devrait même plus faire un select parce qu'on va utiliser Link avec des designers quelconques qui va nous faire un ORM mapper qui va faire pour nous tous les selects. On n'aura plus besoin de faire des selects, sauf pour aller valider de façon ad hoc dans une base de données. Est-ce que mes données sont rendues là? Que c'est pas demain la veille, moi je recommanderais à l'université de quand même pas enseigner la base du langage SQL. Ça va toujours rester une nécessité d'aller directement dans la BD voir. Là. Mais les écoles n'enseignent plus le latin. Est-ce que ça fait de nous de moins bons? Je dis pas que ça va se faire demain matin, mais disons dans 10 ans. Est-ce que tu vas être encore là, Mario, dans 10 ans pour constater? Moi, c'est sûr, je vais en informatique parce que j'aime ça, donc on verra. On verra. Rendu, mais de toute façon, on a dit tout à l'heure que Link n'était qu'un autre outil dans notre fameuse boîte à outils d'accès aux données. Donc, si on veut si on veut garder ADO.net dans certaines de nos applications, on va continuer d'avoir du un SQL. empêche pas l'autre. Exact. Tu parles d'outils. Il y a un outil aussi que Microsoft a annoncé cet hiver, que l'équipe qui s'occupe justement de la base de données SQL travaille fort, c'est d'avoir toute une autre couche d'abstraction qu'on appelle un framework d'entité. Mm-hmm. Entity Framework. Ça se situe où sur l'Entity Framework par rapport à Link? Est-ce qu'ils vont nous fournir aussi un Link to Entity? Il y a un Link to Entities qui est prévu. Le Link to Entities, si on parlait un petit peu dans le temps, comment est-ce que ça va se présenter, Link va être inclus à l'intérieur du framework 3.5, qui est la prochaine version, qu'on appelle aujourd'hui dans son nom de code Orcus, qui devrait sortir selon Microsoft fin 2007, mais selon moi début 2008. Oui. C'est peut-être plus c'est peut-être plus réaliste, disons. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a un bêta 1 de Orcus qui est disponible depuis la mi-avril, disons. Un bêta 2 est déjà planifié. Et ensuite de ça, on parle du Golden Release et de ces choses-là. Donc, ça nous amène début 2008 pour avoir un DVD dans nos mains de Visual Studio 2008. Mm-hmm. Ils ont jamais dit Visual Studio quelque chose. Ils l'ont toujours appelé Orcus. Mais nous autres, on peut dire que ça devrait normalement s'appeler Visual Studio 2008. Oui, peut-être, parce que Microsoft a annoncé, je pense que c'est cette semaine, que Longhorn, son nom, ça va être Windows Server 2008.
Ah ouais? Donc, il y a des grosses chances que SQL Server soit nommé aussi 2008, puis toute la suite là, de développement. Donc, mais, puis le Entity Framework, lui, je pense pas capable de sortir en même temps. Originalement, il était prévu de sortir en même temps que Arcus, mais la gang d'SQL a dit attendez donc un petit peu. SQL 2008 s'en vient et pour pouvoir avoir une meilleure amalgamation entre Link to Entity et SQL, attendez donc qu'on ait sorti SQL d'une façon un peu plus qu'on soit rendu un peu plus loin dans notre développement de SQL. Donc le Link to Entity ne fera pas partie du release de Visual Studio, appelons ça 2008 pour l'instant, là. Mais c'est quelque chose qui devrait sortir dans quelques mois après la sortie du nouveau Visual Studio de 2008. Ce qui est bien, c'est que auparavant, Microsoft aurait attendu la prochaine version officielle soit du framework ou de l'outil de développement. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent ou font des releases out of band, là, comme on peut dire. Un peu comme ils ont fait pour le framework 3.0. Ils ont ajouté 30 familles de fonctionnalités par-dessus le framework 2.0 sans nécessairement changer Visual Studio. On utilise encore Visual Studio 2005, mais on est capable d'accéder au framework 2.0 sur lequel s'est greffé 4 nouvelles fonctionnalités qui sont le framework 3.0. Donc, ils vont nous sortir le framework 3.5 avec le prochain Arcus. Puis, quelques mois après, lorsque SQL va être prêt, ils vont nous ajouter les fonctionnalités pour le Link to Entity. On peut voir avec l'annonce qu'ils ont fait à Mix de Silverlight que dans ce produit-là, c'est même le framework de 4.0 qui est inclus. Donc, ça en fait des versions et des choses à suivre. Mais présentement, aujourd'hui, si je suis un développeur, Eric, et je m'intéresse à Link, qu'est-ce que je peux faire pour le tester? La version la plus courante, la plus up-to-date, c'est de downloader le bêta 1 de Arcus, qui est une machine virtuelle. On peut le télécharger sous deux formes. Soit une machine virtuelle déjà préinstallée dans un Windows Server 2003. Donc, zéro impact sur notre environnement de développement. Zéro impact. Ça nous prend un Virtual PC 2004 ou 2007, peu importe, qui est gratuit de toute façon. On download d'environ 5 gigs. Ça nous crée un petit installateur. Il se décompresse par lui-même. On part notre Virtual PC, on a accès à Arcus instantanément sans avoir rien à installer, configurer et tout ça. Donc, c'est la première façon, l'image virtuelle. La deuxième façon, pour un download un peu plus petit, c'est de downloader quelque chose qui va installer Arcus directement sur notre machine actuelle ou dans une image virtuelle qu'on aurait déjà nous-mêmes configurée sur autre chose que Windows Server 2003, par exemple. Donc, on installe un petit download qui se greffe à Visual Studio 2005? Non, Arcus, c'est l'environnement de développement. C'est un nouveau Visual Studio. C'est le Visual Studio 2008 qui va sortir un peu plus tard, au début de l'année prochaine. Seulement sur Arcus. OK. Si on voulait tester Link, mais ça, je vous le recommande pas. Il existe le CTP de mai 2006. Mai 2006, là, ça fait 1 an. Un petit download de 16 MB qu'on vient greffer par-dessus Visual Studio 2005. Je vous le recommande pas parce que la syntaxe dans la dernière année a changé. Les bêtas de ce que vous allez voir ne fonctionneront plus. La syntaxe a changé. Les extension methods ne sont pas implémentées dans Visual Studio 2005, donc il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Donc, si vous voulez avoir un avant-goût, vous êtes mieux de regarder des vidéos que je vais vous donner en référence tantôt de Mike Tolty, entre autres. Il vous les montre comment ça fonctionne. Il est dans son environnement Visual Studio. Il a enregistré des sessions qu'il a fait. Vous pouvez voir Link là. Donc, au lieu de downloader le CTP de mai 2006, qui est à toute fin pratique inutile en ce moment, vous devez downloader Arcus. Ce que je vous dis, c'est downloader Arcus image virtuelle. Donc, ce que tu recommandes, c'est de regarder les vidéos, voir si ça nous intéresse, puis si ça nous intéresse, c'est de downloader la machine virtuelle. Oui. Puis de toute façon, on n'a pas le Go Live encore aujourd'hui. C'est quoi un Go Live? On n'a pas le droit d'utiliser de façon en production, disons, c'est cette nouvelle technologie-là. OK. Parce que Microsoft ne supportera pas tant qu'ils n'ont pas lancé un Go Live. Puis ils vont même te renier si jamais ils se rendent compte que tu l'utilises. Ben, c'est ça, dans la licence d'utilisation, c'est clairement dit que... Pas pour aller en production avec ça. Ce qu'ils veulent, entre autres, c'est
si jamais ils ont des changements à faire encore entre le bêta 1 et le bêta 2 et le bêta 2 et la release finale, ils veulent pas être poursuivis en disant, ben, vous nous avez donné ça il y a 6 mois, 1 an, ça marche plus aujourd'hui, arrangez-vous pour être supporté. Non, on vous donne un bêta pour que vous puissiez regarder si la technologie est bonne, nous donner des commentaires parce que vous êtes connectés sur nous, donnez-nous des commentaires. Faites des tests, essayez voir si la technologie est bonne, si ça tient la route, parce que peut-être que vous avez aujourd'hui à prendre des décisions d'architecture sur un projet que vous allez commencer dans 6 mois, quand la technologie va être prête pour le vrai. Mais ils veulent pas être tenus responsables de changements de syntaxe qu'il pourrait y avoir entre aujourd'hui et le release final. OK. En terminant, Eric, est-ce que tu as un site web ou un livre, en tout cas quelque chose que tu aimerais recommander à nos auditeurs? Ben, je viens juste de vous parler de Mike Tolty. Mike Tolty, avant de m'intéresser à Lync, il m'était complètement inconnu, comme probablement 99% d'entre vous. C'est un employé de Microsoft UK, donc Royaume-Uni, Grande-Bretagne. Il a fait une série, je crois qu'il est rendu à peu près à 20 vidéos, qui durent entre, je dirais, 8 minutes et 25 minutes. Et 80% de ces vidéos se concentrent sur Link2SQL. Comment est-ce que je fais des updates? Comment est-ce que je fais pour utiliser le Link2SQL avec le designer? Comment est-ce que je gère ma concurrence? Mes transactions implicites, mes transactions explicites? Il y a tout ça qu'on n'a pas abordé, mais quand on parle à des données relationnelles, il faut en tenir compte. Et Link n'empêche pas ces choses-là d'arriver. Oui, ADO est en arrière, mais les transactions sont supportées par Link en quelque part. Donc, lui, il a fait une série de vidéos. Et pour avoir vraiment le sentiment de qu'est-ce que Link peut faire pour nous quand on parle de Link2SQL, je vous recommande fortement Mike Tolty. Donc, on va mettre le lien sur le site. Un autre aussi, c'est une entrevue que Anders Alsberg a fait avec, je me souviens plus qui était son speaker. Il nous dit c'est quoi dans quel but il a fait Link, dans quel objectif il a fait Link. Donc, c'est vraiment un petit vidéo d'à peu près 20 minutes. C'est une conversation, 2 gars qui sont assis un côté de l'autre, puis ils parlent de Link. Puis Anders sur Channel 9, j'imagine? Oui, sur Channel 9. Et Anders a la façon de nous dire, entre autres, une chose que je vous ai pas dite, ce qu'ils ont mis dans Link existe dans Fox Pro depuis à peu près 10 ans. C'est vrai. La façon de pouvoir parler à des données, ça s'appelait pas Link, mais de pouvoir parler à des données sans faire une string SQL. Directement dans le langage. Ça existait en DBase, ça existe encore en Fox Pro. Donc, ils nous ramènent ça à l'idée en disant, on n'a rien inventé, on fait juste ramener dans des langages d'aujourd'hui, VB et C#, quelque chose qui existe depuis longtemps. Plusieurs années. Ben, écoute, Eric, on te remercie. Puis, nous, on va faire la pause pour revenir avec les actualités. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies.net de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Guy, depuis l'annonce qu'il y a eu au Mix 07, donc à la conférence Mix, les bombes qui ont été annoncées. Il y a eu beaucoup d'échos sur Internet de l'impact que ça va avoir dans le futur. Oui, effectivement. Donc, sur plein de blogs, on retrouve l'information, des commentaires sur soit Silverlink, les langages dynamiques, etc., etc. Alors, si vous voulez vous faire une idée de tout ce qui a été annoncé à Mix, en fait, si vous voulez avoir une idée de ce qui s'est passé à Mix, Microsoft a mis toutes les sessions, donc toutes les présentations ont été enregistrées et sont disponibles en streaming. Donc, on peut les vous l'écoutez comme si vous auriez été à Link et voir les mêmes informations. En fait, exactement. Toutes les sessions ont été enregistrées, puis vous pouvez les visionner en streaming. Vous pouvez même aussi les télécharger sur votre baladeur pour pouvoir les visionner et les écouter sur votre baladeur. Alors, c'est comme si vous y étiez sans vraiment y être. Sans la chaleur de Las Vegas. Disons sans Las Vegas, point.
Puis pour nos auditeurs, nous, on profite justement de l'occasion ici de la conférence DevTeach parce que c'est un sujet d'actualité. Hein, les conférenciers en discutent entre eux. Puis nous, on va même probablement vous séduire une émission là, pour parler un peu de d'où ça vient toutes ces annonces-là, entre autres des plateformes comme Ruby's on Rails, pour justement vous donner une vision plus globale de toutes ces annonces-là. Effectivement. Les prochaines semaines, on va avoir des émissions là-dessus. Fait que la grosse nouvelle, en fait, c'est les rebondissements là des annonces qui ont été faites à Mix là. On va en discuter cette semaine avec nos collègues conférenciers qui viennent d'un petit peu partout sur la planète, qui sont à DevTeach cette semaine. Si on parle de qu'est-ce qui s'en vient au groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Alors, la prochaine rencontre a lieu lundi le 28 mai. Alors, François Beauregard va nous présenter son produit, le produit que sa compagnie a mis sur le marché, qui s'appelle Green Pepper. C'est un produit qui vous permet de développer de meilleures applications. Peux-tu élaborer un petit peu? Je pense que ce qui est intéressant de la présentation, outre le fait qu'il va présenter le produit et comment on peut l'utiliser pour faire pour documenter nos tests fonctionnels, ils vont surtout expliquer comment ce produit-là qui avait été développé pour la plateforme Java initialement a été aussi migré vers la plateforme .NET. Donc, ça va être aussi une étude de cas comment on peut développer ou en tout cas migrer des applications Java vers .NET. Mm-hmm. Donc, ça devrait être une présentation intéressante. Puis ensuite, nous, le mois de juin va arriver, puis on va avoir TechEd et tout, donc on va revenir avec d'autres synthèses là-dessus. Écoute, Eric, on te remercie encore. Merci à vous, messieurs. Merci bien. Puis on va te souhaiter une bonne semaine DevTeach, toi aussi. Vous également, parce qu'on va tous être au même endroit. Ah oui. On va tous se côtoyer cette semaine. Puis nous, on revoit nos auditeurs dans 2 semaines. Puis à ce moment-là, on va avoir une émission justement sur Ruby's on Rails, puis les impacts sur la plateforme .NET. Donc, ce qu'on vous parlait, là, les liens avec l'annonce qui a été faite à Mix 07 par Microsoft. Et notre invité va être Scott Bellware. Scott Bellware de Austin, Texas. Tout à fait. Donc, on profite de sa présence à DevTeach. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant, c'est qu'à DevTeach, on a des conférenciers de renom qui viennent d'un petit peu partout. Certains parlant français, donc. Certains parlant français, donc on profite du fait que Scott Bellware, même s'il vit aux États-Unis depuis longtemps, est à l'origine francophone, donc il parle français. Donc on en profite. Sur ça, on va soit écoute. Sur ça, on va vous souhaiter un bon 2 semaines de programmation et on se revoit à la fin du mois. Au revoir! Visual Studio Talk Show.